Le soleil se lève. L'aube pointe sur la ville de Jiankang. Petit à petit, ce sont plus d'1 million de personnes qui se réveillent et qui s'activent dans les rues de la métropole la plus riche et la plus grande du sud de la Chine. Nous sommes en l'année 425 après Jésus-Christ, dans une réalité alternative. Au sein du palais oriental de la ville, l'empereur Wen se fait lire le programme du jour. Ce fier représentant de la dynastie des Song du Sud n'accorde qu'une attention distraite au laquais qui débite la succession de tâches protocolaires rythmant ses journées, dont un détail retient son attention. Une entrevue diplomatique avec les représentants de Daqin, le nom donné par les Chinois à l'Empire romain. Un moment important, car il faut dire que dans cet univers alternatif, les Latins commencent à être bien connus en Extrême-Orient. Leur prouesse technologique, leur conquête fulgurante, et leur appétit insatiable pour d'étranges ressources les ont quasiment menés jusqu'aux bordures de la civilisation chinoise. Les deux entités, même si elles ne partagent pas encore de frontières directes, n'ont jamais été aussi proches l'une de l'autre. Et si les rapports restent cordiaux pour des raisons commerciales, l'acier et les machines-outils produites par les Latins étant d'excellente facture, l'empereur s'inquiète tout de même de la croissance exponentielle de Daqin, tout en restant persuadé de la supériorité chinoise dans tous les domaines. Peu après midi donc, la délégation latine est présentée à l'empereur. Ceux-ci sont arrivés à bord d'un bateau étrange, crachant de la fumée et semblant avancer sans voile. Un prodige qui a sidéré toute la population de la capitale. À peine entrés, les émissaires se contentent d'un bref salut de la tête. Un manque de respect à l'empereur qui choque toute l'assistance. Aidés d'un traducteur, ils déclament alors une liste d'exigences qui finit d'outrager la cour. La tête relevée dans une posture arrogante, le regard dur, les Romains exigent la levée des taxes sur de nombreuses marchandises transitant par la route de la soie. Ils exigent également un tribut annuel, puis l'envoi immédiat par la dynastie Song d'importantes quantités de charbon. Devant ces demandes disproportionnées, la cour reste silencieuse, dans l'attente du courroux de Sa Majesté. L'empereur Wen ne peut pas tolérer un tel manque de respect et des exigences aussi fantasques venant de ce qu'il considère comme une puissance barbare. La sentence tombe rapidement. Il fait saisir et empaler les émissaires romains, puis il fait renvoyer leur tête via la route de la soie. Quant à leur navire qui avance tout seul, il est capturé à des fins d'études par les ingénieurs impériaux. L'empereur en est alors persuadé, la Chine, ses millions d'habitants et ses armées puissantes pourront repousser toute tentative d'attaque latine. La réaction ne se fait pas attendre, et 1 an plus tard, le commerce est totalement stoppé sur la route de la soie, provoquant de nombreuses faillites parmi les commerçants chinois. À Jiankang, les ingénieurs impériaux ont bien tenté de disséquer le navire romain, mais se heurtent aux limites de leur compréhension. Comment peut bien fonctionner ce complexe enchevêtrement de tuyaux qui semble faire avancer ce navire? Cette technologie était largement hors de leur portée, et cela leur glaçait le sang. L'arrêt du commerce et la cessation des relations avec Rome avaient un goût de calme avant la tempête. Quelque chose se préparait. Mais quoi? À nouveau, comme chaque matin, l'aube se lève sur la ville de Jiankang. Mais à la place du bruit des marchands de rue, ce sont des explosions qui retentissent. Alors que l'empereur Wen flâne dans la cour, ces bruits effrayants arrivent à ses oreilles. Se précipitant sur son balcon, Sa Majesté a l'horreur de voir Jiankang, sa capitale, noyée sous les flammes. Dans les airs, des dizaines d'étranges véhicules, siglés SPQR, en forme de ballons gigantesques, déversent des substances inflammables sur les habitations. Les maisons de bois prennent feu une par une, et toutes les tentatives d'éteindre l'incendie échouent, car le combustible lancé par ces engins volants brûle même sur l'eau. L'armée impériale est totalement impuissante face à cette menace venue des airs. Rome, qui dans cette réalité alternative a réussi à s'industrialiser, vient de refermer ses griffes avides sur la Chine. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui on va faire s'industrialiser une des plus grandes puissances du monde antique. Et on va voir ce qui aurait pu se passer si le processus qui a débuté en 1760 en Angleterre dans notre réalité s'était déclenché durant l'Antiquité romaine. Alors déjà, les Romains avaient-ils vraiment besoin d'un appareil industriel pour rouler sur tout le monde ? Non, pas vraiment. Les territoires qu'ils contrôlaient et les vestiges de leur civilisation sont déjà l'éclatant témoignage de leur supériorité dans bien des domaines. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi les Romains n'ont pas connu l'ère industrielle, vu leur maîtrise de l'ingénierie et de l'architecture. C'est d'autant plus étonnant quand on sait que les propriétés de la vapeur étaient connues, grâce à un bonhomme tout à fait étonnant pour son époque, un certain Héron d'Alexandrie, qui était un grec vivant à Alexandrie du coup, au 1er siècle après Jésus-Christ, et qui possédait plusieurs cordes à son arc. Ingénieur, mathématicien, mécanicien, ses casquettes étaient multiples et son héritage important dans bien des domaines. Mais c'est surtout la première personne dont on connaît l'existence à avoir décrit le fonctionnement de plusieurs machines à vapeur dans son œuvre Pneumatica. Destinée principalement à amuser ses contemporains, ces machines révolutionnaires pour l'époque incluent l'éolipile, une petite sphère qui tourne sur elle-même, mais aussi des portes de temple automatiques, ou encore des machines hydrauliques, pneumatiques et même des automates. Mais tout ce travail n'a sur le moment jamais servi à grand chose, à part amuser la galerie. Les Alexandrins, assistant aux démonstrations de ces machines, s'émerveillaient peut-être de leur ingéniosité, mais c'est tout.
aucune prise de conscience, aucun sursaut technologique, aucune réelle volonté de capitaliser sur ses inventions, et donc pas de révolution industrielle pour l'Empire romain. Un fait qui étonne encore aujourd'hui beaucoup d'historiens, mais qui aurait plusieurs explications bien entendu. Parmi les théories avancées, on peut commencer par le fait qu'un grand empire, en supériorité technologique sur tous ses voisins, n'a pas de réelle motivation pour innover, à l'inverse des États européens par exemple, qui étaient en constant conflit les uns avec les autres. Ensuite, le fait que Rome disposait déjà d'une main-d'œuvre abondante, les esclaves, de 10 à 20% de la population de l'Empire. Pourquoi donc dépenser de l'argent dans des innovations hasardeuses, alors que les esclaves font déjà tout le sale boulot? Et enfin, la mentalité romaine, tout simplement. Contrairement à l'Angleterre du XVIIIe siècle, la culture de l'innovation y était beaucoup plus faible, comme en témoigne la réception qu'ont eu les inventions de notre cher héron d'Alexandrie. On peut ajouter à ça plein d'autres facteurs qui seront en filigrane dans mon scénario. Par contre, l'Empire romain au temps d'Héron avait des caractéristiques qui auraient pu rendre une révolution industrielle possible. Déjà, la stabilité et la sécurité, conditions indispensables aux échanges et au commerce, et donc au développement. Et ensuite, un début d'économie monde autour de la Méditerranée, des ressources en abondance, et des possibilités d'extension supplémentaires. Des conditions qui auraient pu favoriser l'apparition d'un système économique pour financer cette révolution industrielle. Bref, il y a du pour, il y a du contre, mais cette histoire alternative reste tout de même très improbable. Bien sûr, l'Empire romain aurait pu connaître une révolution industrielle, mais il leur manquait un bon millier d'années d'évolution technologique et sociétale, et il aurait fallu pour cela changer tout un tas de choses. C'est ce que je vais faire dans le scénario qui va suivre, en essayant de rester crédible. Ah oui, et je vais tenter un nouveau petit truc qui s'appelle les points réalité. En gros, des petits encarts de texte à l'écran, désolé ceux qui écoutent en podcast, destinés à faire le lien entre ce qui s'est vraiment passé et l'Uchronie, pour vous faire comprendre en gros d'où sortent certains des trucs que je dis dans la vidéo et d'où sont tirés certains de mes raisonnements. N'hésitez pas à mettre pause pour les lire, ils seront disséminés tout au long du scénario. Si la vidéo vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner après votre visionnage. Ou pendant, si vous êtes vraiment fan tout de suite, je vais clairement pas vous jeter la pierre. Allez, l'instant pub c'est terminé, on passe au scénario qui commence au IIe siècle. En l'année 110 après Jésus-Christ, dans un univers alternatif, l'Empire romain n'est pas si loin de son apogée. Dans le palais impérial règne Trajan, un ancien général devenu empereur, très populaire auprès du peuple. La raison? Une série de réformes sociales et urbanistiques qu'il a entrepris depuis plusieurs années. Mais l'empereur se heurte à d'insolubles problèmes. La plèbe italienne s'appauvrit et n'a plus rien à manger. Ces politiques sociales lui permettent de distribuer du pain aux pauvres, certes, mais sur le long terme, Trajan est bien conscient que la production ne suivra pas, et que l'augmentation des coûts de transport finira par le forcer à dévaluer la monnaie. Il lui faut donc trouver une solution. Premièrement, un moyen d'acheminer plus efficacement la nourriture vers Rome. Et deuxièmement, il lui faut s'assurer que la production reste constante toute l'année, quitte à employer de nouvelles méthodes. L'empereur va tenter de traiter le problème à la source, d'une manière tout à fait originale pour l'époque. Sous l'impulsion de son proche conseiller Dion de Prusse, il décide de lancer un concours. Un concours ouvert à tous les citoyens libres, leur promettant argent et honneur si ceux-ci arrivent à trouver de nouvelles méthodes pour augmenter la production agricole, et pour acheminer plus efficacement les denrées vers les villes. L'événement est un immense succès, et d'intéressantes innovations y sont présentées. On trouve ici une nouvelle forme de chariot, où là, un système de relais censé distribuer plus efficacement les stocks entre les villes de la péninsule italienne. Même si la première édition ne donne pas vraiment de résultats immédiats ou concrets, l'empereur est émerveillé par l'inventivité de ses citoyens, et commence à entrevoir tout l'intérêt que pourrait avoir de tels concours pour la gloire de l'Empire. C'est donc décidé, ce concours deviendra permanent, et chaque semaine, s'il est à Rome, l'empereur viendra voir et sélectionner les inventions des citoyens qui méritent financement. Le succès est fulgurant. Chaque jour, les foules se pressent aux portes du palais pour présenter leurs créations. Alors il y a de tout, mais surtout n'importe quoi, ce qui pousse l'empereur à s'entourer d'un comité composé des plus grands esprits de l'Empire, dans des domaines aussi variés que l'astronomie, la physique, la philosophie ou encore la médecine et les sciences naturelles. Et ce, afin de sélectionner pour lui les inventions dignes d'être examinées. Les années passent, et malgré ces longues campagnes militaires qui ne lui laissent que peu de répit, l'empereur se passionne des découvertes qui lui sont apportées. Celles-ci trouvent bientôt preneur. Les riches aristocrates sont amenés à adopter certaines innovations. Dans ce qu'on appelle les latifundium, c'est-à-dire les grandes exploitations agricoles, de nouveaux outils et méthodes font leur apparition, comme de nouvelles méthodes de drainage, ce qui fait augmenter la productivité. Mais l'esclavage est encore un recours trop simple, qui freine l'adoption de ces technologies. Il est en effet plus facile d'utiliser des humains non payés plutôt que certaines de ces inventions. Mais les profits engrangés en font réfléchir plus d'un. En 117 après Jésus-Christ, l'Empire est à son apogée territorial. Sous l'impulsion de l'empereur, de nombreuses villes ont été construites au sein de l'Empire. À l'intérieur de celles-ci et dans toutes les grandes métropoles,
Trajan a insisté pour recréer son comité scientifique personnel à plus petite échelle, créant ainsi le premier réseau d'universités au monde. Ces nouvelles institutions communiquent entre elles, se transmettent leurs travaux, leurs recherches, ainsi que les découvertes de tout l'Empire. Et pour les financer, l'empereur a fait appel aux dons de riches patriciens, qui se voient obligés de devenir philanthropes, pour se faire élire aux plus hautes fonctions. L'argent afflue dans la recherche. Et c'est en l'année 121, 4 ans après la mort de Trajan, que va être découverte une méthode qui va enclencher le processus de la révolution agricole romaine. Un chercheur en sciences naturelles postule qu'en sélectionnant les bêtes selon leurs propriétés nutritives et reproductives, et qu'en les nourrissant avec du fourrage récolté sur les terres inexploitées, il serait possible d'utiliser le surplus de fumier pour augmenter la production de manière exponentielle, sans recours à la pratique de la jachère. Les premières expérimentations sont un succès, et le réseau d'universités disséminé dans tout l'Empire a tout fait de répandre l'innovation, avec plus ou moins de succès selon les endroits. La révolution agricole se met en marche, les grandes exploitations gagnent en productivité, et rachètent à tour de bras les lopins de terre des petits paysans, qui n'ont d'autre choix que de s'exiler en ville. L'exode rural, qui existait déjà, atteint alors des proportions gigantesques au sein de l'Empire. De grandes manufactures sont ouvertes, souvent par de riches entrepreneurs, qui profitent de cet afflux soudain de population en quête de travail. L'arrêt des conquêtes a aussi pour effet de réduire le stock d'esclaves. Dans certains endroits d'ailleurs, il devient moins cher de payer des citoyens ouvriers que d'entretenir des esclaves. En 160, sous le règne d'Antonin le Pieux, la Pax Romana et la stabilité qui règne dans l'Empire permettent le développement d'un système de commerce et de finances florissant. L'innovation, prélude au profit, est enfin encouragée, et même financée par les aristocrates. Une toute nouvelle classe d'experts apparaît, embauchés par les riches propriétaires dont le seul but est d'exploiter économiquement les inventions des scientifiques. Le réseau d'universités mis en place par Trajan crée également une nouvelle génération d'élites intellectuelles, ainsi que de nouvelles écoles. Tout s'accélère. Métallurgie, textile, construction, la culture de l'innovation se répand dans tous les domaines. En 179, grâce au progrès de la médecine, le fils cadet de Marc Aurèle ne meurt pas, et monte l'année suivante sur le trône en tant que co-empereur avec son frère Commode. Rapidement, Commode est écarté, car il montre des tendances tyranniques. Une crise politique est évitée, et la Pax Romana, nécessaire au développement, est sauvée dans ce scénario. À l'aube du IIIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire a déjà bien changé. La révolution agricole a fait augmenter le stock de nourriture, et donc la population, de manière très importante. Rome compte désormais 3 millions d'habitants, l'Empire 100 millions. Une population qu'il faut nourrir et faire travailler. Et ça tombe bien, car les innovations agricoles et la financiarisation de l'économie ont créé toute une série de riches entrepreneurs qui ouvrent de nombreux ateliers ou établissements financiers avec la bénédiction de l'empereur. Les premières succursales bancaires apparaissent à cette époque, permettant des transferts de fonds d'un bout à l'autre de l'Empire. L'acier romain est désormais prisé dans toute l'Asie, qui profite d'ailleurs d'un commerce accru avec l'Occident. Le processus est désormais enclenché, l'Empire romain commence à s'industrialiser, et la production, ainsi que les échanges, augmentent désormais chaque année à un rythme phénoménal. Quant aux menaces extérieures, la production d'armes et d'armures de meilleure qualité et en plus grande quantité, ainsi que l'explosion démographique, aident Rome à garder sur ses frontières. Les légions romaines doivent trouver des terrains pour un nombre croissant de vétérans. La Germanie est en partie conquise et soumise durant l'année 190. Les Parthes sont également soumis en 198 et leur territoire transformé en province. L'Empire s'étend à nouveau et entre, fier et conquérant, au sein du IIIe siècle. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, il est devenu à la mode pour les riches aristocrates et entrepreneurs d'être des mécènes. Une véritable culture scientifique et mercantile s'est emparée du monde romain, même si la diffusion de ces innovations est inégale par endroits. Vulcain, le dieu de la forge, devient une des divinités les plus importantes du Panthéon, alors que les techniques métallurgiques connaissent de fulgurants progrès. Les fourneaux à haute température poussent comme des champignons. Dans les villes, les esclaves se font de moins en moins nombreux. En effet, le christianisme progresse, et surtout les citoyens ouvriers et affranchis sont bien moins chers à employer sur le long terme, car il ne faut pas leur payer la nourriture ou le logement. L'exode rural et l'armée de chômeurs qui peuplent les villes font également baisser les salaires. Ainsi, l'esclavage commence à perdre son caractère rentable, et reste donc cantonné à la vie domestique. Le travail dans les ateliers est assuré le plus souvent par des affranchis ou de la plèbe désargentée. Les entrepreneurs sont désormais guidés par des objectifs de productivité, et cherchent à optimiser leurs profits en mettant en place les premières machines-outils. De nouveaux engins commencent à apparaître dans les manufactures, assez sommaires, faits de bois, et pour le moment surtout dans le domaine textile, ce qui mène à une production accrue nécessitant des débouchés. Les royaumes indiens, et par extension chinois, font figure de partenaires commerciaux majeurs avec l'Empire. Grâce aux échanges, deux innovations vont faire leur chemin jusqu'à Rome, et accélérer le progrès en cours.
le papier et le système numérique indien. Les deux combinés vont permettre une meilleure retranscription des connaissances, ainsi que de nombreuses découvertes dans les domaines mathématiques et physiques. En somme, malgré la diffusion plus grande d'épidémies venant de l'Est, à cause des échanges, au IIIe siècle de cette réalité alternative, l'Empire n'est pas en crise. La prospérité et la stabilité politique sont assurées par une lignée d'empereurs nommés par le Sénat. La plupart des peuples barbares cherchant à entrer dans l'Empire sont aisément repoussés par des légions toujours plus nombreuses et mieux équipées. Et au vu de l'abondance de nourriture, l'Empire ne connaît pas de crise démographique. En 280, l'Empire ne se divise pas en une tétrarchie. Ainsi, l'événement qui finit par mener à la séparation entre Orient et Occident ne se produit pas. D'ailleurs, l'Empire s'étend et une série de guerres mène à la conquête du reste du Moyen-Orient. Les frontières de Rome touchent désormais le sous-continent indien. Quant au territoire du nord de l'Europe, vu comme difficile à investir et pauvre en ressources, n'intéresse pas vraiment l'Empire. Au sud, le Sahara fait office de barrière, tandis que naviguer à travers l'océan Atlantique ne présente aucun intérêt pour les Romains, qui contrôlent déjà la route commerciale vers l'Orient. La population de l'Empire atteint les 200 millions d'habitants, quasiment 4 fois plus que la Chine, la seconde entité la plus peuplée du monde. 4e siècle. En l'an 302 après Jésus-Christ, les mines d'argent en Hispanie voient arriver une innovation très particulière. Afin de remplacer les vieilles pompes hydrauliques qui leur servaient jusqu'à présent, les manufactures impériales de Tarragone envoient un nouveau modèle de pompe à vapeur qui va permettre d'exploiter le sol plus profondément et plus efficacement. En effet, les travaux de Héron d'Alexandrie ont été redécouverts par les bibliothécaires, et les expérimentations successives sur 5 décennies ont fini par aboutir à ce modèle de pompe primitive, par pure nécessité économique. Cette invention marque le véritable début de la révolution industrielle à Rome. Dans les années qui suivent, le dieu de la vapeur, Pneumus, venant du grec pneuma, qui veut dire vapeur, est intégré au Panthéon. Mais les temples n'attirent plus vraiment les foules. Devant les miracles de la technologie moderne, la populace romaine n'est plus aussi religieuse qu'avant. Même le christianisme, qui était en pleine expansion, ne fait plus recette. La science est devenue la nouvelle religion, et les scientifiques en sont les prêtres. Ceux-ci forment désormais une caste à part, influant souvent dans les décisions politiques locales, et usant de leur influence pour débloquer toujours plus de fonds, et pousser toujours plus loin la recherche. Le corps humain notamment commence à être très bien compris. Au sein de l'Empire, la mécanisation de la production progresse. Sous les effets de la baisse des salaires, les esclaves ne sont plus requis pour les travaux de force, et représentent désormais 5% de la population, malgré les nouvelles conquêtes. Les innovations, elles, continuent d'abonder. Les premiers ballons à air chaud romains s'envolent grâce au progrès de la physique. Les aqueducs sont désormais métalliques, et les manufactures qui apparaissent partout changent le visage des villes de l'Empire. La machine à vapeur prend tout de même presque un siècle pour véritablement s'imposer, car toutes les technologies nécessaires à son bon fonctionnement sont à inventer. Et oui, dans ce scénario, la révolution industrielle romaine n'aurait pas suivi le même rythme que celle de notre réalité, même si les étapes importantes restent relativement les mêmes. Dans le domaine militaire, par exemple, l'absence de réelles menaces extérieures n'aurait pas forcément poussé à chercher d'autres moyens de tuer son prochain. L'armement est de meilleure facture, certes, et évolue en termes d'aspect, mais les légionnaires n'ont pas encore d'armes à feu, car l'équipement qu'ils ont leur suffit déjà amplement. L'absence de concurrence économique avec d'autres puissances proches aurait aussi freiné le développement, tandis que dans le domaine bancaire, la persistance de la mentalité traditionnelle aurait mis un frein à la libre entreprise. Et enfin, le système politique romain n'aurait pas permis aux opinions d'évoluer rapidement sur des questions de mœurs, d'éducation ou d'organisation sociale. Ainsi, même si l'Empire romain de ce scénario s'industrialise, il le fait beaucoup plus lentement, et à un rythme différent, car il lui manque des siècles d'évolution sociétales et technologiques, qui ne sont pas forcément rattrapables en si peu de temps. Mais tout de même, aucune puissance dans le monde n'aurait été capable de rivaliser avec Rome dans ce scénario. Les Germains, les Perses, les Indiens auraient tous été dépassés par ces progrès fulgurants. La principale menace à la stabilité de l'Empire aurait été intérieure. Et après presque 3 siècles de Pax Romana, les problèmes ne vont pas tarder à arriver, car les dirigeants n'auraient pas forcément évolué en même temps que le peuple. En effet, la population des grandes villes a bien changé. C'est désormais tout un prolétariat d'ouvriers, d'esclaves et d'affranchis qui peuplent la cité. Ceux-ci travaillent dans des conditions indignes, au sein des nombreuses manufactures que compte la ville, et s'entassent dans d'immenses bidonvilles. La persistance de l'esclavage et les conditions de travail auraient très vite fait des mécontents. Malgré les jeux du cirque, toujours populaires, destinés à calmer la population, où les premiers chars à vapeur côtoient des soldats encore armés de lances, la colère de la plèbe couve. Une petite classe moyenne bourgeoise, d'entrepreneurs et d'artisans, est d'ailleurs apparue, mais celle-ci n'est pas encore assez nombreuse pour défier l'empereur. Le développement de l'économie et du système bancaire ne profite ici qu'à une minorité, soit les riches entrepreneurs, les aristocrates, sénateurs et autres proches de l'empereur. Dans ce scénario, les mentalités romaines ont causé un paradoxe. L'organisation de la société n'a pas évolué, alors que tout le reste si. Les répressions sont encore féroces, la vie de la cité brutale,
et l'ascenseur social inexistant. À l'aube du 5e siècle, les vieilles institutions de l'Empire se montrent incapables de changer. La démographie ralentit, mais l'exode rural continue, rendant de nombreuses métropoles impossibles à vivre tant la population y est concentrée. Ajoutons à cela l'inflation due aux immenses richesses produites qui rendent la vie chère pour la population. Et vous avez un cocktail explosif qui se crée dans la société romaine. Le peuple de l'Empire veut du changement, mais ces turbulences cachent un autre problème bien plus important, un séparatisme grandissant. 5e siècle. Nous sommes en 401 après Jésus-Christ. L'Empire romain est désormais un étrange hybride entre antiquité et société industrialisée. Les villes engorgées d'immigrants côtoient des campagnes sous-développées. Des régions riches, comme les alentours de Rome, d'Alexandrie, de Constantinople, ou encore les endroits où le charbon abonde, comme les îles Britanniques ou le sud de l'Hispanie, profitent bien plus de la révolution industrielle que le reste de l'Empire. Des régions plus isolées, comme le nord de la Gaule ou la Dacie, se sentent laissées de côté, tandis que d'anciennes régions riches, comme l'Orient ou le Maghreb, ont subi un relatif déclin de leurs exportations, à cause de la concurrence entre les provinces. Les cultures des peuples, déjà très diverses dans l'Empire, divergent de plus en plus après une période de convergence. Et avec le ralentissement de l'économie, les mécontents commencent à se faire entendre, et le séparatisme guette. Un séparatisme venant des régions oubliées par le progrès, mais aussi des régions riches qui ne souhaitent plus entretenir des territoires inutiles. L'Empire étant immense, les différents gouverneurs de provinces disposent d'une très grande autonomie, et administrent de plus en plus leur territoire comme des pays indépendants. Quant au système politique, il est sclérosé et incapable d'évoluer car embourbé dans des traditions et des fonctionnements désormais anachroniques. Constatant cela, l'empereur du moment, un certain Pius Aurelius, va recourir à une vieille tactique pour unifier à nouveau l'Empire, désigner un ennemi commun. Et devant la puissance de Rome, seule une autre grande civilisation pourrait être candidate au poste d'ennemi juré, la Chine, qui est désormais bien connue de l'Occident. En effet, avec la conquête de la Perse, et l'intensification des échanges avec l'Orient, les Romains entretiennent désormais des relations diplomatiques régulières avec les empires ou les royaumes composant la civilisation chinoise, qui à cette époque avait une vision sino-centrée, c'est-à-dire croyant dur comme fer à la supériorité de leur civilisation. Ainsi ne s'inquiète-t-il pas vraiment lorsqu'un navire à vapeur romain arrive dans la capitale de la dynastie des Song du Sud, en l'année 425. Les Romains comptent sur la démonstration éclatante de leur supériorité technologique pour faire accepter des demandes ridicules à l'empereur Wen. L'Empire est au courant que la Chine est riche en ressources, et surtout en charbon, un produit désormais nécessaire pour faire tourner les milliers de pompes, de chars à vapeur, d'usines et même de trains primitifs qui parsèment l'Empire. Et les mines s'épuisent à un rythme alarmant. Après l'exploitation du sud de l'Espagne, des îles Britanniques et de la frontière germanique, il est maintenant temps de faire payer à quelqu'un d'autre le coût exorbitant de l'extraction de ressources. Ce fardeau sera désormais chinois. L'empereur Wen d'ailleurs ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il déclenche lorsqu'il fait couper la tête des émissaires romains, puis les fait renvoyer dans leurs avant-postes en Perse. La réponse arrive vite, car un an plus tard, ce sont des dirigeables flambant neufs qui apparaissent au-dessus de Jiankang, pour y déverser des centaines de litres de feu grégeois. Le carnage est terrible, et des dizaines de milliers de personnes meurent dans l'incendie qui s'ensuit. L'empereur Wen, tétanisé par cette vision d'horreur, accepte immédiatement les conditions de paix. Rome n'aura même pas eu à organiser d'invasion terrestre, seule une flotte de ces dirigeables a suffi pour soumettre la deuxième puissance mondiale. Les royaumes du Nord subissent la même attaque l'année suivante, et les tribus versées par les puissances défaites font entrer la culture asiatique dans le monde romain. Mais ce succès est de courte durée. La situation intérieure ne s'est pas améliorée. Le séparatisme se répand, tandis que la plèbe des villes est de plus en plus mécontente. Sur le front extérieur, un autre problème émerge. Des hordes de Huns poussent des centaines de milliers de barbares aux portes de l'Empire, et même si ceux-ci sont aisément repoussés par les nouvelles machines de guerre, ils n'ont nulle part où aller. Ces populations vont donc décider de camper le long de la frontière dans des conditions déplorables. Un seul incident pourrait mettre le feu aux poudres et faire éclater l'Empire. Nous sommes en 501 après Jésus-Christ, dans un monde alternatif où l'Empire romain a connu une révolution industrielle. Après la guerre éclair contre les royaumes chinois, qui a vu une flotte de dirigeables romains soumettre la seconde puissance mondiale, Rome rayonne d'une grandeur et d'un prestige inégalés dans l'histoire humaine. L'armada de l'Empire d'ailleurs n'a pas ramené que la victoire, mais également un butin conséquent ainsi que de nombreux prisonniers. Un chargement précieux qui va marquer le début d'un engouement sans précédent pour les cultures et les technologies asiatiques. La libéralisation forcée du commerce le long de la route de la soie, obtenue suite à la soumission de la Chine, va permettre aux marchandises, aux cultures et aux voyageurs de transiter bien plus facilement d'est en ouest, et inversement. Rapidement, des lignes de dirigeables commerciales sont ouvertes, empruntées chaque jour par de longs convois d'engins volants. Souvent armés, ces dirigeables servent aussi à surveiller les routes, et à prévenir les voyageurs au sol d'un éventuel danger. Le tout grâce à un nouveau système de télégraphe visuel. Ces nouvelles artères économiques assure un débouché commercial pour les grandes quantités de marchandises produites chaque jour par l'Empire romain. Une véritable économie mondialisée s'est mise en place. Un voyageur parti d'un terminatio
D'une aérogare à dirigeable de la ville de Jiankang en Chine, débute un long voyage à destination de Rome au-dessus des rizières, avant d'arriver aux premiers établissements de l'Empire en Asie centrale. Après avoir pu admirer le réseau de fortifications en béton renforcé, les nombreux chars à vapeur de combat des légionnaires, ainsi que les armures de la garde prétorienne, l'expédition continue. Après ravitaillement, au-dessus des steppes et des montagnes. Ça et là, l'œil avisé peut apercevoir quelques panaches de fumée noire, provenant de l'industrie des colonies impériales. Arrivés au Moyen-Orient, de monstrueux barrages apparaissent le long des fleuves Tigre et Euphrate. Construits grâce au progrès de l'architecture, ils permettent à des régions autrefois arides d'abriter une population nombreuse et prospère. Dans cette réalité, l'Empire romain peut désormais se permettre de bâtir tout un panel de mégastructures pour servir ses intérêts. Quelques arrêts plus tard, afin d'alimenter les énormes turbines à vapeur du dirigeable, c'est la Méditerranée qui étend ses vagues sur le lointain. Dessus, naviguent désormais d'étranges navires en ferraille, se dirigeant tous vers le centre de l'humanité, la ville de Rome. Noyée sous un épais smog, la capitale de l'Empire de cette réalité alternative fourmille d'une activité fébrile. Des trains déversent des cohortes de voyageurs de tous les horizons. Dans la rue, les chars à vapeur se font voir çà et là, transportant de riches patriciens jusqu'à leur villa décorée à la dernière mode, c'est-à-dire à la chinoise. La foule parle un latin bigarré, ayant grandement évolué depuis le IIe siècle. Ainsi, seulement 2 semaines sont nécessaires, malgré de nombreux arrêts, pour joindre la Chine à Rome par les airs. Dans ce contexte, le commerce explose. Au milieu de l'intensification des échanges, l'Arabie est devenue une région très convoitée, servant d'intermédiaire entre le commerce maritime de l'Orient et de l'Occident. Dans ce monde-là, en l'année 570, Mahomet, fruit d'une longue lignée de personnes qui ici n'existent pas, ne peut pas voir le jour, et ne fonde pas la religion qui dans notre monde s'est répandue comme une traînée de poudre, l'islam. Mais ces considérations spirituelles sont désormais loin du peuple romain, de moins en moins religieux. Le nouveau culte est la science. Et après la guerre, une des premières innovations qui va faire son chemin jusqu'aux scientifiques est la poudre noire. Souvenez-vous, la révolution industrielle de cette réalité alternative ne s'est pas déroulée au même rythme que dans la réalité. Les premières lances à feu font donc ici leur apparition après les premiers trains. À la moitié du VIe siècle, les légionnaires ont beaucoup changé d'aspect, et les tactiques employées ne ressemblent plus en rien aux tortues et autres formations serrées de notre réalité. Néanmoins, le progrès technologique se heurte à 2 problèmes. D'une, il n'existe pas de système de brevet. Dans ce monde, chacun peut voler les innovations de ses concurrents pour en faire ce qui lui plaît. Ce qui dissuade de nombreuses personnes à partager leurs découvertes, évidemment. Et ensuite, le climat politique et social à Rome, qui n'est plus vraiment apaisé. Vers l'année 592, l'esclavage a enfin été aboli par un décret de l'empereur du moment, le souverain Scapha Venator, qui à partir de son palais gigantesque règne sur le plus puissant empire de l'histoire. Dans la ville de Rome, et dans les grandes métropoles, les rares esclaves restants ont depuis longtemps été remplacés par un prolétariat constitué de citoyens pauvres, de peuplades germaniques acceptés dans l'empire pour servir de main-d'œuvre, et d'immigrés asiatiques venus chercher la fortune en Occident. Ces derniers viennent ajouter à l'influence culturelle chinoise naissante dans l'empire. Les notions d'ordre moral, de destin, ou encore des pratiques, comme le culte des ancêtres, propre à la Chine, se fondent facilement dans l'héritage culturel gréco-romain. Durant le VIe siècle, tous les grands philosophes de l'Empire sont influencés de près ou de loin par la pensée chinoise. Et en plus des troubles intérieurs et des émeutes ouvrières qui ensanglantent régulièrement les grandes villes, le sud de l'Empire commence petit à petit à se détacher de l'autorité impériale. Les étendues nouvellement fertiles du Moyen-Orient, grâce aux barrages, ainsi que les revenus de la route de la soie, ont poussé cette partie de l'Empire à grandement se développer, mais aussi l'empereur a lourdement taxé les locaux, ce qui provoque de nombreux remous. De plus, les gouverneurs des provinces du Sud ont l'impression d'entretenir à grands frais les provinces du Nord, moins riches. La situation est donc tendue, et l'étincelle qui allumera le feu sera un courant philosophique chinois, le moïsme, une pensée des 100 écoles, qui trouvera son chemin jusqu'aux oreilles du gouverneur de la province d'Alexandrie. Plus qu'une manière de penser, le moïsme est une doctrine prônant une sorte de socialisme autoritaire, censé bénéficier au peuple. Grâce à l'extrême décentralisation de l'Empire, le gouverneur dispose de ses propres ressources et même de forces armées. Séduit par le modèle de société du moïsme, celui-ci ne souhaite plus obéir à l'Empire, jugeant la lignée de l'empereur Vénator faible et corrompue. Et avec la diffusion des nouvelles technologies, des armes à feu, des véhicules de combat à vapeur, les gouverneurs locaux, ainsi que les peuples romanisés, peuvent désormais combattre à armes égales avec le pouvoir central. En 594, l'empereur Scapha Venator refuse de mettre en place un système de brevets pour protéger les innovations, et ce, afin de contenter certains de ses riches amis patriciens. Il subit par la suite plusieurs tentatives d'assassinat commanditées par des lobbies scientifiques. Incapable de gérer ses intrigues de palais,
Et renvoyant l'image d'un homme faible, l'empereur doit ensuite faire face à de multiples révoltes partout dans l'Empire, à cause des taxes trop élevées. Pour couronner le tout, le gouverneur d'Alexandrie profite du chaos pour déclarer l'indépendance de la Fédératio Alexandria, une fédération regroupant la plupart des territoires du sud de l'Empire, ayant pour capitale la très riche ville d'Alexandrie. Le gouverneur, après une campagne éclair contre les loyalistes du sud, restés fidèles à l'Empire, s'attache à renforcer son armée et regarde de loin la moitié nord se désagréger. Mais contre toute attente, Venator a gardé un atout dans sa manche. Une nouvelle innovation, la bombe, qui va lui permettre à partir de sa flotte de dirigeables de mater dans le sang la plus grande partie des soulèvements. Après plusieurs pilonnages aériens, qui sèment la panique, les troupes de Venator viennent achever les derniers survivants grâce à leurs armes à feu. La petite ville de Byzance, par exemple, est intégralement rasée, et ses habitants massacrés. Ainsi, l'Empire romain a su rester sauf grâce à une répression implacable. Les troubles intérieurs matés, l'intention de Venator se tourne vers la soi-disant Fédération, vers l'orgueilleuse Alexandrie qui a osé faire sécession. Les légions sont envoyées au sud, mais celles-ci ne doivent plus combattre des civils armés de fusils archaïques ou des barbares venus des tréfonds du nord de l'Europe, car cette fois-ci, ce sont deux armées presque égales en puissance qui s'affrontent. D'immenses batailles sont menées tambour battant. Artillerie, bombardements et techniques de siège sont utilisées dans les deux camps, ce qui laisse de nombreuses régions exsangues et dévastées. À cause des nouvelles technologies militaires, ce sont des centaines de milliers de légionnaires qui périssent dans des combats terribles. Mais presque coupé du commerce avec la Chine, l'Empire du Nord ne peut plus financer l'effort de guerre. Et à l'aube de l'année 600 après Jésus-Christ, l'indépendance de la Fédération finit par être reconnue. En 599, à l'aube du 7e siècle, la population autour de la Méditerranée atteint le milliard d'individus. 7e siècle. En 601 après Jésus-Christ, l'Empire romain est séparé en plusieurs entités suite à la guerre civile. Au nord, l'Imperium Romanum, dirigé par la lignée des Venator, contrôle la majorité des territoires, mais a dû accorder l'indépendance à plusieurs de ses régions périphériques, impossibles à contrôler sur le long terme. Regroupé autour de l'Italie et de la Grèce, l'Imperium s'est renfermé sur lui-même pour garder son intégrité. Le Sénat, et ce qu'il restait des institutions démocratiques, a été supprimé, et tous les pouvoirs sont désormais concentrés autour de l'empereur, qui est divinisé. Devant une influence culturelle chinoise vue comme néfaste, les Venator vont rendre à nouveau obligatoire le culte des anciens dieux. Ce retour à la tradition accompagne la mise en place d'une société proto-fasciste. Une moralité romaine exacerbée est présentée comme un idéal. L'éducation devient obligatoire, mais s'apparente plus à de l'endoctrinement. Au sud, plusieurs entités ont pu aussi prendre leur indépendance, mais celles qui ne l'ont pas fait ont rejoint la Fédération, un empire décentralisé ayant pour centre culturel la ville d'Alexandrie. La Fédération contrôle désormais le commerce avec l'Asie, et s'en retrouve grandement influencée. Le moïsme, un courant de pensée chinois prônant une société égalitaire, s'est répandu dans les cercles dirigeants, qui s'attachent à mettre en place un système proto-socialiste. Les modèles politiques évoluent enfin. Les deux empires, désormais en concurrence, doivent se remettre d'une guerre qui leur a coûté de nombreux hommes, et qui a dévasté les zones frontalières. Dans ce contexte d'écroulement général, le progrès économique et technologique subit un arrêt brutal. Un certain dépeuplement apparaît dans certaines régions. Les différentes épidémies de peste n'arrangent pas les choses. Durant l'année 615, Rome perd le tiers de sa population, Alexandrie la moitié. Un climat de chaos social qui n'empêche pas l'extension du monde romain. Les marchands des deux empires connaissent désormais les contours de l'Afrique et de l'Eurasie. Mais un continent reste à découvrir. Dans ce monde, l'Amérique n'est pas hors de portée des vestiges de l'Empire. Et jusqu'ici, rien ne poussait le monde romain à la traversée de l'Atlantique. La fragmentation du monde méditerranéen suite à la guerre civile va changer la donne. Les échanges avec la Chine étant moindres et les routes commerciales coupées, tout pousse à trouver d'autres chemins pour accéder aux richesses de l'Asie. En 643, l'Imperium, l'Empire du Nord, envoie 2 portes dirigeables à vapeur explorer l'autre côté de l'Atlantique. Après plusieurs semaines d'errance, ils arrivent en vue de la Floride et y installent directement une colonie. Les Romains sont stupéfaits de voir que ces territoires vierges regorgent de ressources en tout genre et ne disposent que d'une faible population. Contrairement à l'Europe, qui est à ce stade largement déforestée et surpeuplée, ces nouvelles terres d'abondance pourraient très bien permettre à l'Imperium de sortir de son marasme économique. L'Amérique, de ce scénario, est donc appelée Abundantia, le mot latin pour abondance. Au 7e siècle, les indigènes du continent d'Abundantia ne sont que les ancêtres de ceux qui, dans notre réalité, bâtiront les empires incas ou aztèques. Ainsi sont-ils stupéfaits lorsque des Romains arrogants, disposant d'armes et de technologies infiniment supérieures à la leur, se mettent à investir les côtes, souvent en concurrence les uns avec les autres. La fragmentation de l'Empire a d'ailleurs profité aux puissances périphériques. Désormais, les royaumes africains, mais surtout chinois, maîtrisent l'apport technologique romain. Libérés de la tutelle latine,
La civilisation chinoise peut maintenant se développer de son côté. Les élites locales sont romanisées et peuvent mettre en place des plans industriels dirigistes, destinés à sortir la population de l'inculture et de la pauvreté. En 671, en Europe, l'Imperium ressemble de plus en plus à une société totalitaire dystopique. Autour de la lignée Venator, la noblesse met en place une société de surveillance, destinée à traquer tout citoyen ne respectant pas le culte des anciens dieux, ainsi que l'idéal d'ordre moral servant de colonne vertébrale au régime. Le moteur à explosion n'ayant toujours pas été inventé, la technologie de l'Imperium repose sur la vapeur, mais poussée à l'extrême limite de ses capacités. Les moteurs sont miniaturisés au maximum, et les différents véhicules grandement optimisés. D'étranges vaisseaux, volants, flottants ou roulants, sillonnent la péninsule italienne. Le long des vieux bâtiments antiques, minuscules face aux mégastructures des villes, de lourdes cheminées crachent une fumée noirâtre vers le ciel. Le progrès technologique ici continue, mais trouve ses limites à plusieurs endroits, alors que dans le domaine de la médecine, les expérimentations sur le corps humain ont permis de très importantes avancées. La Fédération d'Alexandrie au sud pourrait bien contrebalancer l'influence de l'Imperium, mais celle-ci se retrouve aux prises d'un problème qui arrive dans ce scénario bien plus vite que dans notre réalité, le réchauffement climatique. 8e siècle. Comme vous pouvez vous en douter, 7 siècles de révolution industrielle autour de la Méditerranée ont fini par avoir un impact extrêmement fort sur l'environnement. Au nord comme au sud, l'utilisation extensive du charbon a épuisé les mines et la nature. Il est désormais difficile de trouver une vraie forêt en Europe, car tout le bois a été utilisé pour faire fonctionner les improbables machines à vapeur romaines de cet univers alternatif. Les importations ne suffisent plus, d'ailleurs, à assurer la totalité des besoins. La faune ne se porte pas mieux que la flore. L'augmentation de la population, des terres cultivées et la quasi-disparition des forêts ont eu un effet dévastateur sur de nombreuses espèces animales. Des animaux comme le sanglier n'existent plus que dans les eaux polluées et crasseux de Rome. En fait, seuls quelques pigeons et quelques rats faméliques survivent au milieu d'une pollution mortelle. Et bien sûr, le climat, à cause de l'activité romaine prolongée, s'est considérablement réchauffé. Dans ce cadre-là, les terres autrefois fertiles du Maghreb et de l'Égypte sont devenues d'arides déserts incultivables. Seules les ressources des colonies permettent de maintenir l'économie méditerranéenne à flot, mais cela ne va pas durer. En 724 après Jésus-Christ, une crise agricole due au réchauffement climatique aura tout d'abord raison de la Fédération, première victime des hausses de température. La ville d'Alexandrie, autrefois riche et puissante, est pillée par des hordes de nomades mécanisés venus des déserts du sud. La Fédération éclate, et de nombreuses régions se dépeuplent car étant devenues invivables. Le niveau de la mer monte inexorablement, alors que les scientifiques du monde romain commencent à peine à explorer l'origine du problème. L'Imperium réagit en se tournant vers le nord de l'Europe, où de nouvelles terres cultivables apparaissent grâce au réchauffement. La ville de Rome perd en importance, et Mayence devient la capitale officielle. L'Afrique est également touchée par les changements climatiques. Les royaumes ayant pu profiter de l'apport technologique romain s'écroulent les uns après les autres devant l'avancée du désert, avant d'avoir pu véritablement se développer. Seul l'Imperium résiste tant bien que mal, grâce à sa population soumise, habituée à ne pas se révolter et à vivre dans des conditions difficiles. À la fin du siècle, l'Occident se dépeuple et vit un nouvel âge de chaos. Dans certains pays d'ailleurs, du fait de la pénurie de charbon et de bois qui empêche l'exploitation des machines à vapeur, l'esclavage est remis au goût du jour. La chute de l'Empire est au moins une bénédiction pour ce qui reste des natifs du continent américain, qui après plusieurs épidémies de variole, commencent enfin à se réorganiser grâce à l'aide de la nouvelle première puissance mondiale, la Chine. 9e siècle. En 850 après Jésus-Christ, Mayence, le divin souverain de l'Imperium, Titus Venator, dernier de sa lignée, règne sur les derniers vestiges de la civilisation romaine en Occident. Depuis le grand effondrement, les nouvelles de l'extérieur se font rares, et celles-ci ne sont en général pas bonnes. Le Maghreb et le sud de l'Europe sont devenus des zones arides et presque inhabitables. Les derniers habitants s'entretuent pour le contrôle des forêts fantomatiques qui parsèment ces zones désolées, afin de pouvoir alimenter en charbon de bois les machines à vapeur qui fonctionnent encore. Ce qui était la lumière dans l'obscurité, la Fédération d'Alexandrie, n'est plus qu'un agglomérat de chefs de guerre esclavagistes, qui régulièrement lancent des attaques sur les dernières zones encore civilisées. Les colonies romaines en Asie sont depuis longtemps soumises aux Chinois, tandis que celles en Amérique disparaissent les unes après les autres à cause de la montée des eaux. Seul l'Imperium résiste à la décadence, dans une zone s'étendant du nord de la Gaule au sud de la Scandinavie. Autour de la table du Conseil, l'empereur doit écouter une succession de mauvaises nouvelles, devenues trop habituelles ces derniers temps. Les derniers établissements de la côte méditerranéenne ne donnent plus de nouvelles, et auraient été pillés par des hordes de barbares venus du sud. Le programme de plantation de forêts stagne,
à cause de la pollution des sols, tandis que la prospection de nouvelles mines de charbon ne donne aucun résultat. L'espérance de vie a encore baissé, passant en une décennie de 50 à 42 ans. L'épuisement des ressources a mis à l'arrêt la plupart des puissantes industries romaines, et de toute façon, les compétences manquent pour les faire tourner correctement. L'obscurantisme gagne du terrain dans tout l'impérium, alors qu'une atmosphère de fin du monde règne sur l'Occident. Mais même au milieu de cette situation sordide, l'empereur Dieu, Titus Venator, ne semble pas affecté, et ce pour une bonne raison. Il pense avoir bientôt atteint l'immortalité. En effet, à Mayence, centre du pouvoir, la recherche scientifique continue, et les rares chercheurs encore capables s'attellent tous à une tâche très importante. 8 siècles d'expérimentation sur le corps humain ont fini par porter leurs fruits. Sans les limites éthiques de notre réalité, la technologie est mise au service de la vie éternelle. Ainsi, le conseil tire à sa fin. Dans un soupir, l'empereur Dieu se lève de son siège en s'aidant d'un bras mécanique, dernier ajout à sa panoplie d'homme-machine. Enfin debout, il sent son cœur artificiel battre doucement. Un cœur de ferraille, complètement indifférent au sort de ces sujets qui patauchent dans la crasse et la misère. Les miracles de la technologie lui ont permis de régner depuis plus de 100 ans. 100 années qui ne lui ont pas servi à former son successeur. Tout simplement car il compte bien être le dernier de sa lignée. Un dieu vivant, immortel, dans une carcasse qui tient plus de la machine que de l'homme. Se dirigeant doucement vers son balcon, l'empereur contemple avec mépris la masse grouillante de la populace. Un amas crasseux, soumis, n'ayant plus rien à voir avec leurs glorieux ancêtres. Mais une chose est sûre néanmoins, tant que Titus Venator vivra, l'Imperium Romanum ne disparaîtra pas. À travers son empereur Dieu, Rome la Grande, Rome la Glorieuse sera véritablement éternelle.